Bonjour, j'ai le plaisir d'animer cette mini-capsule sur la place de l'ivabradine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors, vous savez très bien que l'insuffisance cardiaque à effet réduite est une vraie pandémie avec 62 millions de cas de par le monde et cette prévalence élevée est due à l'amélioration d'une part du pronostic de l'infarctus du myocarde avec une meilleure prise en charge de la phase initiale, au vieillissement de la population, mais aussi à la prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors surtout, c'est une pathologie grave avec une mortalité intra-hospitalière de l'ordre de 3,8%. Une fois ces patients sont sortis de l'hôpital, ils garderont un mauvais pronostic puisqu'on aura à 60 jours 30 à 50% qui vont soit décéder, soit seront réhospitalisés. Et puis à 1 an, on a une mortalité de l'ordre de 20 à 30%. À 5 ans, c'est un patient à peu près sur 2 qui va décéder. Et cela, c'est une mortalité plus lourde que certains cancers. Alors, nous allons partir d'un cas pratique, un patient que nous avons suivi en 2018, âgé de 65 ans, qui a une cardiomyopathie dilatée à coronaire angiographiquement saine, avec le diagnostic de non-compaction du ventricule gauche, avec une fraction d'éjection très réduite à 19%, une dyspnée d'effort stade 3, pas de comorbidité, une pression artérielle à 100 sur 60 mm de mercure. Et ce patient donc avait cet aspect échographique d'un ventricule gauche très dilaté, sphérique, un aspect de non-compaction du ventricule gauche et puis une fraction d'éjection de l'ordre de 19%. Il est mis sous carvedilol à 12,5 mg par jour, du Rapril, de l'aldactone, du Lasix, mais ce patient est resté symptomatique en stade 3 avec une pression artérielle systolique à 80 mm de mercure. On a dû donc changer le carvedilol par le bisoprolol à 2,5 mg par jour et baisser aussi les doses de Rapril à 2,5 mg par jour. Mais ce patient est resté toujours symptomatique en stade 3, une pression artérielle systolique à 90 mm de mercure. Son électrocardiogramme, comme vous voyez ici, un aspect de bloc de branche gauche complet avec des QRS qui sont larges et une fréquence cardiaque de l'ordre de 100 battements par minute. Son bilan thyroïdien est normal et il a reçu des cures de Vinofer devant une carence martiale. Chez ce patient, on a indiqué alors la prescription de l'ivabradine puisqu'il est resté rapide avec comme palier initial 5 mg x 2 par jour. Il est revu après 2 semaines de traitement et là, il était toujours au-delà de 60 par minute. Donc, on a dû passer à 7,5 mg x 2 par jour. Son holter rythmique montrait des aspects de tachycardie ventriculaire non soutenus. Et puisque ce patient est resté encore symptomatique, on a indiqué donc la mise en place d'un système de resynchronisation cardiaque avec défibrillateur. Alors, ce patient s'est amélioré et il a pu avoir donc une marche régulière. Il est devenu en stade 2 avec une pression artérielle systolique qui a passé à 110 mm de mercure. Et bien sûr, ceci nous a permis de revenir sur les doses de bisoprolol et du Rapril en pouvant donc les augmenter. Ce patient est vu donc en 2018, donc à cette époque, on disposait de ces recommandations de 2016. Donc, c'est un patient qui était encore symptomatique sous IEC bêta-bloquant et anti-aldostérone. Et c'est pourquoi donc on est passé au deuxième palier de traitement qui est la resynchronisation cardiaque et l'ivabradine en classe 2A. Alors, à la base de ces recommandations, c'est l'étude de SHIFT qui a testé l'effet du procoralon sur la réduction des événements cardiovasculaires, l'amélioration des symptômes et la qualité de vie. Et chez la population incluse, c'était des patients qui ont une insuffisance cardiaque symptomatique, une fraction d'éjection de moins de 35%, avec une fréquence cardiaque au-delà de 70 battements par minute. Bien sûr, ces patients devaient être déjà sous le traitement recommandé pour cette forme d'insuffisance cardiaque. C'est une étude qui a inclus plus de 6500 patients. Donc, le protocole, c'est celui qu'on a déjà adopté chez notre patient. On commence pendant les 2 premières semaines par 5 mg 2 fois par jour. On les revoit à J14. Et là, bien sûr, s'il est encore au-delà de 60 battements par minute, il faut passer à 7,5 mg x 2 par jour. S'il a une fréquence entre 50 et 60, il faut garder le même palier. Et puis, si sa fréquence baisse au-dessous de 50 battements par minute, il faut réviser les doses à la baisse en passant au palier 2,5 mg 2 fois par jour.
Alors, cette étude était positive avec réduction de 18% du critère primaire combiné. Et puis, comme objectif secondaire, donc on avait une réduction significative de la mortalité due à l'insuffisance cardiaque, de l'hospitalisation pour cause cardiovasculaire. Avec, dans le groupe Procoralan, on avait un meilleur contrôle de la fréquence cardiaque. Et après à peu près un an, 70% des patients étaient déjà au palier de 7,5 mg 2 fois par jour. Alors, comme effet indésirable de cette molécule, c'est globalement une molécule très bien tolérée, avec peu d'effets indésirables, et surtout, il n'y avait pas de différence significative par rapport au placebo. C'est seulement en termes de bradycardie, mais il faut savoir que les cas de bradycardie qui étaient mal tolérés, qui nécessitaient l'arrêt du Procoralan, c'était seulement 1% des cas. Alors, comment agit cette molécule? C'est en fait une inhibition sélective et spécifique du courant IF sinusal. Et donc, il va permettre la réduction de la pente de dépolarisation lente diastolique des cellules pacemaker du nœud sinusal. Donc, il va réduire la fréquence des potentiels d'action et par conséquent, il va diminuer exclusivement la fréquence cardiaque. C'est un point particulier à cette molécule qui est cette action exclusive sur la fréquence cardiaque en préservant la contractilité cardiaque, en préservant la relaxation, la dilatation coronaire à l'effort et surtout, il n'y a pas d'effet sur la pression artérielle systolique, alors qu'on sait que ces patients qui ont une insuffisance cardiaque à effort réduite peuvent avoir un profil tensionnel très limité. C'est une prescription qui est facile et sûre. Et comme vous voyez ici, donc c'est le protocole qu'on venait de détailler. C'est une titration très simple. C'est tout simplement un monitorage de la fréquence cardiaque. Et donc, comme on a dit, il n'y a pas d'impact sur la pression artérielle, mais surtout aussi, il n'y a pas d'impact sur la fonction rénale. Et on sait très bien que ces patients-là aussi qui ont une insuffisance cardiaque à effort réduite peuvent avoir ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal avec une altération modérée, moyenne ou même sévère de la fonction rénale. Alors, pour le Procoralan, entre clairance de 15 et 60 ml par minute, il n'y a pas d'adaptation des doses. Alors, au-dessous de 15 ml par minute, ça n'a pas été testé. C'est important cet effet de réduction de la fréquence cardiaque parce qu'on sait très bien qu'une fréquence cardiaque de repos élevée va doubler les risques de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et une fréquence cardiaque donc de 5 battements de plus va entraîner une majoration de 16% de la mortalité cardiovasculaire et de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, il y avait après l'étude SHIFT, il y avait d'autres études post-hoc, ce sont des sous-études de SHIFT. Celle-ci s'est intéressée à l'effet du Procoralan sur la phase vulnérable, c'est-à-dire les 3 mois après la sortie d'une décompensation cardiaque. Et là, ça a été démontré efficace puisqu'il y a une réduction de 30% des taux d'hospitalisation à 1 mois après la sortie de l'hôpital. Et cet effet bénéfique se maintient à 2 et à 3 mois. Et puis, en termes de remodelage cardiaque, il y avait une sous-étude de SHIFT qui s'est intéressée aux paramètres échographiques. Donc, il y avait un sous-groupe qui ont disposé des données échographiques. Et là, on a montré donc, que dans le groupe Procoralan, à 8 mois, on avait une amélioration de plus de 5% plus fréquente dans le groupe Procoralan par rapport au groupe placebo. Alors, si on revient un petit peu à notre patient, il est revenu en 2021. Cette fois-ci, il est redevenu symptomatique avec un tableau de décompensation cardiaque. Il est mis initialement sous furosémie dans l'intraveineux, puis relayé par la voie orale. Sa pression artérielle était abaissée avec 85 mm de mercure de systolique, qui n'était pas très bien toléré. Donc, on a dû arrêter le Rapril, on a arrêté l'Azilix par voie orale et puis on a baissé les doses de bisoprolol. Quant à l'ivabradine, elle est gardée puisque, comme on l'a vu, il n'y a pas d'effet sur la pression artérielle. Il était donc en dyspnée stade 3-4 avec une pression artérielle de l'ordre de 100 de systolique et puis il n'y avait pas de comorbidité. Alors à ce stade, on a décidé d'ajouter le sacubitril valsartan avec le premier palier, comme c'est indiqué dans l'étude Pioneer, donc la dose de 50 mg 2 fois par jour.
Et là, donc, on l'a revu à 2 semaines. Ce patient a bien toléré la molécule. Il avait une pression artérielle qui était stable à 100 mm de mercure de systolique, avec une dyspnée stade 2, et puis il n'y avait pas d'aggravation des paramètres de la fonction rénale. Alors, si on reprend un petit peu les recommandations de 2021 sur le traitement de l'insuffisance cardiaque à effet réduit, alors pour l'ivabradine, il n'y avait pas eu de changement, puisque c'est toujours donc cette classe 2A d'indication de cette molécule chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à effet inférieure à 35%, qui sont symptomatiques, qui ont une fréquence cardiaque supérieure à 70 battements par minute, malgré un traitement bien conduit incluant bêta-bloqueur IEC et anti-aldostérone. Et puis, chez les patients qui ont une intolérance ou qui ont une contre-indication en bêta-bloquant, là aussi, c'est indiqué en classe 2A. Donc, il n'y avait pas de changement en 2021, mais on a d'autres molécules qu'on a qui ont été indiquées dans ces dernières recommandations et qui sont actuellement indiquées en première ligne pour la prise en charge de cette forme d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'en est-il de l'association ivabradine avec le sacubitril/valsartan? Ça a été testé tout récemment en comparant 3 groupes. Un groupe chez qui donc on a introduit de façon simultanée les 2 molécules, et puis un groupe où on a introduit de façon séquentielle l'ivabradine first ou le sacubitril/valsartan first. Alors, cette étude a montré qu'il y a une réduction du décès cardiovasculaire ou de réhospitalisation non planifiée, avec amélioration de la fraction d'éjection chez les patients où il y avait une introduction simultanée des 2 molécules. Donc, on encourage cette prescription assez précoce et simultanée de ces classes recommandées dans l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Alors, les take-home messages, donc c'est une prescription facile et sûre de l'ivabradine qui a permis de réduire la mortalité, qui a offert une meilleure qualité de vie avec un contrôle optimal de la fréquence cardiaque, connu comme facteur pronostic chez ces patients. Ça optimise la fréquence cardiaque, ça réduit les hospitalisations, particulièrement dans la phase vulnérable. C'est permis d'être prescrit dans certaines situation où on a un problème particulièrement avec les bêta-bloquants ou avec les autres classes indiquées dans l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Et là, je citerai surtout l'insuffisance rénale quand on a une pression artérielle qui est abaissée et puis chez les patients BPCO ou asthmatiques sévères. Merci pour votre attention.